Bonjour Denise Medico. Bonjour. Donc l'être humain, comme on le sait, a été créé, nous dit la Bible, homme et femme. Ce qui implique, semble-t-il, que l'homme se sente homme et la femme se sente femme. Chacun muni des orientations sexuelles correspondantes. On comprend à partir de là, évidemment, la condamnation assez virulente de l'homosexualité dans les religions du livre. Bon, ça a toujours créé un certain débat. L'homosexualité est en débat, plus ou moins crypto-débat ou pas, ça dépend des sociétés et des époques. Mais depuis peu, on peut dire que c'est vraiment un débat qui est venu sur le devant de la scène. Et la dichotomie tant des sexes que des genres a été battue en brèche. On parle maintenant, par exemple, de non-binarité. Alors, mais j'aimerais bien que vous nous disiez, c'est quoi la non-binarité? Et peut-être plus généralement, c'est quoi l'identité sexuelle ou genrée? Alors, vous avez commencé avec Dieu nous créa hommes et femmes. Et depuis, en fait, une cinquantaine d'années, il y a un concept qui s'est vraiment imposé, c'est celui justement de la différence entre être biologiquement mâle ou femelle ou intersexué et se ressentir comme avoir une identité, c'est-à-dire accepter ou pas des normes de masculinité, de féminité ou un nouveau concept qui est apparu dans la littérature, je vous dirais, ça fait comme 2016 que ce concept a pris de l'ampleur. Avant, c'était un concept sous-jacent, on parlait d'androgynie, c'est pas nouveau, mais on l'opérationnalisait un petit peu différemment. Ce qu'on sait, c'est que l'identité de genre se construit à partir, effectivement, d'une assignation à la naissance, mais elle se construit à partir d'un certain nombre de rencontres sociales, d'expériences corporelles, et qui a dans le développement certaines étapes. Je vous dirais qu'il y a plusieurs courants de recherche. Le premier courant de recherche, c'est le courant le plus ancien des travaux avant les années 70, où on n'avait pas pensé cette différence sexe-genre, et où on pensait qu'il y avait certaines étapes. Un moment crucial, d'ailleurs, était environ entre 18 mois et 3 ans, où l'enfant commence à montrer une apparence genrée, c'est-à-dire qu'on commence à copier un peu les comportements qu'il commence à attribuer à certaines catégories sociales. C'est ça. Donc on se rend compte déjà quand je parle qu'en fait on parle d'un individu qui est dans une société et qui donc essaye de comprendre quelles sont les normes en vigueur et de s'y conformer ou pas. Ce qui nous amène à un autre champ de recherche, beaucoup plus récent, qui est la nouvelle vague en psychologie sociale, où on s'est dit mais l'identité de genre, c'est en fait beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup de choses. C'est la capacité de comprendre quelles sont les normes, le fait de trouver qu'elles nous correspondent ou pas, le fait d'avoir des comportements qui y correspondent, et le fait aussi de préférer les gens qui sont de notre catégorie et de moins aimer ceux qui sont d'autres catégories, ce qu'on retrouve assez fréquemment. Et on a des travaux très intéressants, assez récents d'ailleurs, une publication de l'année passée, sur une assez grosse cohorte d'enfants, parce qu'en général, on fait des travaux sur les enfants plus âgés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les petits. Donc, avant l'âge scolaire? Avant l'âge scolaire, on en a très peu. Ce qu'on a comme travaux là maintenant, c'est 5-10 ans. D'accord. Et ce qu'on remarque, c'est que si on construit quelque chose d'assez complexe, en forme de à qui tu penses être proche, on se rend compte que la moitié des enfants, en fait, sont similaires aux deux genres ou à aucun. Donc, l'idée qu'on est typiquement garçon quand on est mâle, ou typiquement féminin quand on est femelle, est en fait pas juste pour la moitié des gens. C'est ça. Et même chez ces enfants, il y a des enfants encore moins typiques que les autres, et c'est quand même pas un tout petit nombre. 17% trouvent qu'ils ressemblent à personne. Et 6%, alors eux s'identifient et se sentent typiques de personnes de l'autre genre. Parmi ces 6%, il n'y en aura qu'un petit nombre qui va se définir comme personne trans ou non-binaire. Aujourd'hui, on estime environ entre 1,2 et 3% au plus parmi ceux-là, dont la moitié se sentent non-binaires. Alors, ce qui m'amène à répondre à votre question. Mais quand un enfant dit qu'il se sent proche ou identique à personne, ou qu'il se sent proche ou identique aux deux genres, c'est la même chose ou c'est des attitudes différentes? En fait, c'est différent.
on se rend compte qu'il y a 4 façons de se vivre. Et puis, ce n'est pas une question, hein. C'est vraiment toute une batterie de questions et c'est des analyses qui montrent des groupes. Hein. Donc, il y a des enfants qui vont avoir avoir des caractéristiques qui ressemblent aux caractéristiques typiquement masculines et typiquement féminines. Ces enfants pourraient éventuellement se sentir non-binaires. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux stéréotypes, mais ils ont un peu de chacun. D'autres pourraient se sentir agenres. C'est une autre forme. C'est-à-dire que pour eux, ça ne parle pas. Le concept de genre n'exprime pas ce qu'ils ressentent du monde. Généralement, cette affirmation-là, elle arrive plutôt au moment de la puberté. Il faut quand même un travail d'élaboration et de pouvoir trouver des concepts qu'on peut attribuer à qui on est. Donc c'est pour ça qu'on va avoir aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont 13, 14, 15 ans qui vont commencer à dire qu'ils sont non-binaires et qu'on en a beaucoup moins quand ils sont enfants. En fait, cette réalité existe déjà, mais elle n'a pas de nom à cet âge-là. D'accord. Alors, quand un jeune dit qu'il est non-binaire ou quand un jeune dit qu'il est trans, quelle est la différence et comment est-ce que ça se manifeste? Alors, actuellement, c'est des concepts qui sont encore un peu associés. Faut savoir que c'est aussi des concepts assez jeunes, hein, et c'est une réalité qui évolue très très vite. Et quand je dis très vite, on est dans une échéance de 5-6 ans. Hein. Quand un jeune dit qu'il est trans, en général, il va dire qu'il est trans plutôt binaire. Il veut dire qu'il s'identifie, ou elle, aux personnes assigné à l'autre genre. C'est-à-dire que c'est une personne assignée garçon qui va dire « moi, je me sens une fille ». Ça peut arriver souvent plus tôt. Hein. Ou une personne assignée fille qui va dire « moi, je me sens un garçon ». Une personne non-binaire se sent ni l'un ni l'autre. Les deux, en fait. Mais par contre, on sait que ces groupes-là ont des expériences assez similaires pendant l'enfance. C'est-à-dire des énormes expériences, souvent de rejet, de maltraitance à l'école par les autres groupes de pairs. Et je vous parlais de cette étude qui est parue l'année passée sur ces grands échantillons d'enfants. En fait, on se rend compte qu'il y a une grosse corrélation entre être typique de son genre et avoir une bonne estime de soi, être aimé par les autres, avoir beaucoup d'amis. Et on voit que plus les jeunes et plus les enfants déjà petits montrent des comportements ou des attitudes qui ne sont pas stéréotypées, plus ils ont tendance à vivre une forme d'harcèlement social, de rejet. Donc c'est des jeunes qui vont aussi accumuler des expériences plus négatives dans leur vie par rapport aux relations aux autres et la confiance en eux. Ainsi, donc, par rapport à ce que je disais au début, la citation de la Bible, l'homme a été créé... Enfin, l'être humain plutôt, a été créé homme et femme. Et la pression sociale qui accompagnait cette espèce d'assignation de genre, elle n'a pas disparu. Ah non, elle est toujours très présente. Et je dirais même qu'elle s'amplifie depuis quelques années. Pourquoi Je pense que la visibilité du phénomène, la visibilité des jeunes, le fait que ce soit aussi de plus en plus jeune, ça crée des peurs sociales. Parce que cette morale d'assignation hommes et femmes implique aussi une façon de voir le monde, une société, une structure sociale, et que ça nécessite des modifications, je dirais, dans nos représentations du monde qui sont importantes. Mais en même temps, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est vraiment nouveau, c'est de les appeler de cette manière-là. Quand je vous dis, depuis 2016, on voit le concept de non-binarité un peu partout dans la littérature et dans les médias. Ces personnes-là existaient déjà. Tout à fait, oui. Mais on pourrait d'un côté être surpris que perdure cette sorte d'exclusion ou de discrimination qui vont lier avec, parce que, dans le fond, on peut dire la modernité s'est constituée dans l'idée qu'on est tous des personnes humaines, point final, d'une certaine manière, que certaines distinctions, comme des distinctions religieuses d'abord, ne devaient pas compter dans la vie publique, et les distinctions sexuelles ou de genre, appelons-les, ne devraient pas compter non plus, parce qu'elles ne sont pas pertinentes d'un point de vue politique.
Alors, est-ce que vous avez une explication sur le fait que ça perdure quand même, malgré le fait que, je dirais, le concept général de la politique auquel on se réfère ne devrait pas tenir compte de ces différences? Mais en même temps, le concept de genre est éminemment politique. Il est même économique. Parce que si on... Deux choses. Ces enfants vivent... On voit bien dans tous les travaux, plus les enfants sont typiques, plus ils ont des expériences positives à l'école. Donc l'inverse est vrai. Et on sait aussi qu'économiquement, il y a une énorme différence entre une personne qui va être assignée fille et une personne qui va être assignée garçon. Cette assignation-là au genre va définir un destin social, un destin économique, ce qu'on attend de la personne comme fonctionnement, comme type de trait de personnalité, comme profession qu'elle va choisir, comme niveau économique qu'elle va avoir et comme place. Donc c'est une question éminemment politique. Et c'est ce que montre aussi beaucoup le mouvement trans et non-binaire, c'est qu'il vient montrer comment ce qu'on pense être naturel ou divin est en fait aussi une organisation sociale et politique. C'est ça, oui. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, on est... Enfin, si on prend le terme libéralisme dans le sens anglo-saxon, hein, pas dans le sens peut-dire, européen, dire l'affirmation des droits de l'homme, des droits humains, des droits de l'être humain, de la personne humaine, d'une certaine manière, on n'est pas encore assez libéraux de ce point de vue-là. Effectivement, on continue quand même à favoriser certains groupes et en termes de société, je pense qu'on devrait se poser la question, je le dis comme clinicienne, pour... encore hier, hein, j'avais deux personnes, une personne non-binaire et une personne trans, et c'est notre quotidien. Pratiquement toutes rapportent avoir vécu des expériences de discrimination et de harcèlement à l'école, la même chose que pour les personnes homosexuelles. Donc la grande question sociale, c'est est-ce qu'on veut une société inclusive qui donne une égalité des chances et qui évite aussi à certains groupes de vivre des expériences traumatisantes sur le long terme, parce que c'est souvent toute l'enfance qui est difficile, ou est-ce qu'on veut une société avec une loi du plus fort? Mais écoutez, je crois que c'est une excellente question par laquelle on va terminer notre entretien. Je vous remercie beaucoup, Denise, d'avoir répondu à mes questions. Bonjour David. Bonjour Bernard. Donc, dans le banquet de Platon, je ne sais pas si peut-être tu te souviens de tes lectures de lycée, Aristophane raconte qu'à l'origine, les êtres humains n'étaient pas sexués, ou plutôt qu'ils possédaient les deux sexes, c'était des androgynes. De ce fait, ils étaient si puissants que les dieux se sentaient menacés, et ils les ont coupés en deux, créant par là des hommes et des femmes, qui depuis cherchent, d'après Aristophane, hein, qui raconte l'histoire, à retrouver leur moitié. Donc, cette histoire est assez intéressante parce que je pense qu'elle nous fait nous poser la question de savoir si être un homme, être une femme, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou bien est-ce que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est socialement plus construit? Bon, là, c'est les dieux qui le construisent, mais les dieux étant eux-mêmes une construction sociale, on peut effectivement poser la question, hein, être un homme ou une femme, donc est-ce que ça relève de la nature ou de la culture? Merci Bernard. Alors, il y a deux manières, évidemment, deux niveaux plutôt de réponse à ta question. Bien entendu, le féminin et le masculin sont des principes d'organisation qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines et depuis très très longtemps, sans doute depuis l'origine. Mais ceci dit, évidemment, il y a des définitions extrêmement différentes du masculin ou du féminin d'une société humaine à une autre. On peut dire d'ailleurs qu'à cet égard, le débat commence vraiment aux États-Unis dans les années 20 avec le grand livre de Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, où Margaret Mead étudie trois sociétés qui sont très proches l'une de l'autre, à quelques dizaines de kilomètres, et elle s'aperçoit qu'il y a des conditions de rôle, des conditions du féminin ou du masculin qui sont extrêmement différentes dans ces trois sociétés. Hein, il y a l'une des sociétés où les femmes dominent complètement les hommes, il y a une autre société où elles perçoivent
aperçoit une grande égalité entre les hommes et les femmes dans le partage des tâches, etc. Et puis une troisième société où ce sont les hommes qui dominent, un peu évidemment sur le modèle américain. Et puis beaucoup d'autres travaux vont aller ensuite dans le même genre pour nous rappeler finalement qu'être un homme ou être une femme, même s'il y a un accord des cultures autour de cette polarité, ça implique quand même des définitions extrêmement différentes. Et aujourd'hui d'ailleurs dans nos sociétés, bien entendu, il y a d'innombrables formes du masculin et d'innombrables formes du féminin. Deuxième niveau de réponse à la question, c'est en effet cette polarité masculin-féminin s'enracine-t-elle dans le biologique? On peut dire non, on peut dire non, même si, encore une fois, la plupart des sociétés humaines ont choisi quand même de s'accorder sur cette distinction, puisque comment dire, il y a toujours eu d'ailleurs dans l'histoire des personnes, je vais les appeler des personnes parce qu'elles ne sont souvent ni hommes ni femmes, et le terme personne renvoie, tu le sais bien, au masque de la tradition grecque, si ma mémoire est bonne, masque de théâtre. Donc une personne, la personne que nous sommes finalement n'est qu'un masque dans le regard des autres, et donc il existait toujours dans beaucoup de sociétés une sorte de troisième sexe en quelque sorte. Voilà, donc ça pouvait être d'ailleurs des personnes intersexuées qui disposaient anatomiquement des deux sexes, ou encore des personnes qui échappaient aux définitions de rôle, comme par exemple les fameux berdaches dans la société apache. Et donc là, évidemment, d'un point de vue anthropologique, ça nous renvoie à l'idée qu'il n'y a pas de nature du féminin ou du masculin, il n'y a pas de nature de la différence des sexes, il y a simplement des appréciations culturelles dont on voit d'ailleurs aujourd'hui, évidemment, qu'elles volent en éclats sous nos yeux à travers d'innombrables revendications, non seulement d'ailleurs d'un troisième sexe, mais un certain nombre d'acteurs qui refusent absolument même la catégorie de genre, et même la catégorie de sexe, évidemment. Mais pour moi, d'ailleurs, le sexe est toujours inclus dans le genre. D'accord. Tu peux nous en dire juste 2-3 mots sur les Apaches, parce que c'est assez surprenant, cette idée de troisième sexe ou troisième genre, je ne sais pas comment il faudrait dire les choses. Oui, c'était des personnes qui à la fois revêtaient un certain nombre des attributs de rôle masculin et en même temps féminin. Donc ils n'étaient pas vraiment des guerriers, évidemment ils ne mettaient pas des enfants au monde. Ils avaient donc un statut intermédiaire, une sorte disons un statut intermédiaire en tous les cas qui leur permettait de vivre selon leurs désirs. Et puis évidemment des hommes ou des femmes, je présume, satisfaisaient leurs désirs avec eux. Donc ils étaient une sorte d'échappée belle finalement dans ces catégories de genre qui paraissent quand même relativement impératives dans beaucoup de sociétés. Mais les Apaches ne sont pas la seule société qui accordait un rôle, vraiment une fonction même à ces personnes. Il y a d'autres sociétés, je pense à l'Inde, je pense à d'autres sociétés encore, qui montrent justement cette relativité de la notion de sexe, voire même de genre. Tout à l'heure, je disais que pour moi, le sexe est toujours inclus dans le genre. C'est parce que nos catégories biologiques sont empruntées finalement sur des catégories de genre. Quand on dit des hormones mâles, des hormones femelles, etc. Enfin, il y a des travaux américains notamment qui ont été menés là-dessus, qui montrent qu'on a tout simplement projeté sur le biologique des catégories morales. Donc évidemment, on tourne en rond, on est dans un cercle vicieux en quelque sorte, de considérer que certaines catégories biologiques est plutôt masculine ou féminine, alors qu'on l'a nommé précisément en fonction de catégories qui étaient d'abord d'essence, entre guillemets, masculine ou féminine. D'accord. Juste un petit renseignement encore sur ces Apaches. Les personnes qui sont de ce troisième sexe ou genre, ce sont biologiquement des hommes, des femmes, ou ça peut être l'un ou l'autre? Ah non, là, dans ce qu'on en connaît, c'était plutôt anatomiquement, entre guillemets, mais selon les conventions anatomiques qui permettent de distinguer les sexes, c'était des hommes, hein, manifestement. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que dans beaucoup de sociétés africaines, des femmes ménopausées sont davantage perçues comme des hommes, entre guillemets, tu vois. Ce qui introduit là aussi un jeu, mais quelque chose de ludique à la fois, et puis une sorte d'espace de variation qui fait que les cultures se promènent là-dedans et puis définissent, catégorisent à leur manière. Voilà, mais donc, ce que tu dis me fait penser que dans notre culture occidentale, basée sur les Grecs, où effectivement
la différence des sexes est affirmée, des genres, et une société assez misogyne d'une certaine manière, on a quand même essayé de catégoriser noir et blanc, hein, d'une certaine manière, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et on peut penser que, vu cette fluidité qu'on observe, par exemple, dans d'autres cultures, certaines personnes peuvent se trouver assez mal dans leur assignation culturelle. J'ai l'impression, enfin, d'après ce que j'ai vu, on a beaucoup essayé de régler cette question, enfin, ce problème d'ordre de ne pas se sentir bien dans son corps, par la médecine, par la chirurgie chez nous. Oui, effectivement, ça, ce sont les personnes transsexuelles, transgenres, ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui ne sont pas dans le bon sexe, entre guillemets, ou dans le bon genre, entre guillemets. Elles ont l'impression d'être emprisonnées dans un corps de femme, par exemple, alors qu'elles se sentent passionnément des hommes. Et donc, en effet, nos sociétés, depuis quelques années, parce qu'il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années, c'était des désirs, des aspirations qui étaient profondément pathologisés. Je me souviens quand j'étais tout jeune et que j'enseignais encore la sociologie, l'anthropologie dans les écoles d'infirmières en psychiatrie, on considérait à l'époque, moi c'était des choses que je combattais déjà d'ailleurs, mais on considérait à l'époque que ces personnes transsexuelles étaient des personnes psychotiques, qu'il fallait absolument soigner, réassigner dans le bon sexe, etc. Aujourd'hui, non, on n'est absolument plus du tout dans cette logique-là. On sait que ce sont des personnes qui sont dans une grande détresse personnelle et on les aide en principe à gagner à travers des réassignations, à travers des hormones, à travers des interventions chirurgicales et autres. On essaie de les remettre dans le bon genre, entre guillemets, puisqu'elles étaient, selon elles, dans le mauvais genre, entre guillemets. Et ça donne effectivement des personnes qui se sentent beaucoup plus épanouies, beaucoup plus heureuses. Mais ce qui est très intéressant là, en l'occurrence, c'est cette espèce d'échappée belle qui fait que de la transsexualité, on est passé au transgenre, en quelque sorte, puisqu'il y a des personnes qui refusent absolument cette assignation au binarisme, qui considèrent que pour être humain, ce n'est pas seulement être un homme ou une femme, ça peut être finalement multiplier les possibilités de genre. Faire en quelque sorte un genre à soi tout seul. Ce sont des corps nomades, évidemment, qui sont tout à fait dans le postmoderne. Tu le sais bien, on est dans un monde où le corps n'est qu'une matière première de la fabrique de soi, mais ce sont des personnes qui radicalisent à l'extrême cette volonté de s'inventer un corps qui n'appartiendrait absolument qu'à eux, et en satisfaction, évidemment, de leurs désirs. Mais, d'enfant, tout ça repose sur ce sentiment, se sentir homme, se sentir femme, se sentir l'un et l'autre. Mais dans le fond, ça veut dire quoi, se sentir homme ou se sentir femme ? Oh, ben là, ça renvoie à des choses extrêmement intuitives, personnelles, un sentiment de porte-à-faux avec son existence, le sentiment que finalement s'habiller comme ça ou avoir tel ou tel comportement dans la vie quotidienne, avoir tel ou tel désir, finalement, ça ne correspond pas du tout à sa propre personnalité. Sans être homosexuel, sans être gay ou lesbienne, ce sont des personnes qui se sentent finalement incarcérées en elles. C'est pour ça qu'il y a une immense souffrance, parce que à la limite, une personne gay, elle peut, même s'il y a beaucoup d'homophobie dans nos sociétés occidentales, peut trouver son propre cheminement. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Il y a vraiment le sentiment que c'est la vie quotidienne qui doit être sous l'égide de ce sexe qui n'est pas en apparence le sien, et dont ces personnes vont se rapprocher à travers évidemment des performances de vie quotidienne, c'est-à-dire se comporter vraiment comme des femmes ou comme des hommes auxquels elles aspirent, et puis évidemment une transformation de leur anatomie. Encore que certaines de ces personnes jouent également sur l'anatomie. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu, il y a quelques années, enfin c'était même il y a une vingtaine d'années si ma mémoire est bonne, pour la première fois un homme a accouché d'un enfant. Hein, c'était une ancienne femme dont le corps avait été réassigné comme un corps de femme, comme un corps d'homme, pardon, mais qui avait gardé ses ovaires et qui avait gardé son utérus. Donc cet homme a pu aller au bout d'une grossesse et mettre un enfant au monde. Voilà, donc on en arrive aujourd'hui à ces paradoxes, effectivement, que des personnes peuvent avoir à la fois un pénis et des seins, et jouer comme ça, devenir les joueurs de leur corps. C'est vrai, d'un côté, ça paraît quelque chose, enfin, le sexe apparaît, ou le genre apparaît quelque chose comme fluide, mais d'un autre côté, chacun, semble-t-il, a
se sent homme ou se sent femme, dans le fond, de manière relativement précise, puisque parfois, ça peut créer un tel malaise d'être dans le mauvais sexe ou le mauvais genre. Écoute, je te remercie beaucoup, David, d'avoir répondu à mes questions. C'est un sujet effectivement assez passionnant. Merci Bernard.